Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, c'est avec un auteur russe que nous allons partir en vadrouille puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir d'entamer la lecture d'Anna Karénine de Léon Tolstoï, ce grand écrivain du 19e siècle. Anna Karénine, donc, première partie. Je me suis réservée à la vengeance, dit le Seigneur. 1. Tous les bonheurs se ressemblent, mais chaque infortune a sa physionomie particulière. La maison Oblonsky était bouleversée. La princesse, ayant appris que son mari entretenait une liaison avec une institutrice française qui venait d'être congédiée, déclarait ne plus vouloir vivre sous le même toit que lui. Cette situation se prolongeait et se faisait cruellement sentir depuis 3 jours où les 2 époux, ainsi que tous les membres de la famille et les domestiques eux-mêmes, étaient bouleversés. Chacun sentait qu'il existait plus de lien entre des personnes réunies par le hasard dans une auberge qu'entre celles qui habitaient en ce moment la maison Oblonsky. La femme ne quittait pas ses appartements. Le mari ne rentrait pas de la journée. Les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre. L'Anglaise s'était querellée avec la femme de charge et venait d'écrire à une amie de lui chercher une autre place. Le cuisinier était sorti la veille sans permission à l'heure du dîner. La fille de cuisine et le cocher demandaient leur compte. 3 jours après la scène qu'il avait eue avec sa femme, le prince, Stéphane Arkadievitch Oblonsky, Stiva, comme on l'appelait dans le monde, se réveilla à son heure habituelle, 8 heures du matin, non pas dans sa chambre à coucher, mais dans son cabinet de travail sur un divan de cuir. Il se retourna sur les ressorts de son divan, cherchant à prolonger son sommeil, entoura son oreiller de ses 2 bras et y appuya sa joue, puis, se redressant tout à coup, il s'assit et ouvrit les yeux. Oui, oui. Comment était-ce donc, pensa-t-il en cherchant à se rappeler son rêve. Comment était-ce? Oui, Alabine donnait un dîner à Darmstadt. Non, ce n'était pas Darmstadt, mais quelque chose d'américain. Oui, là-bas, Darmstadt était en Amérique. Alabine donnait un dîner sur des tables de verre et les tables chantaient Il mio tesoro. C'était même mieux que Il mio tesoro. Et il y avait de petites carafes qui étaient des femmes. Les yeux de Stéphane Arkadievitch brillèrent gaiement et il se dit en souriant « Oui, oui, c'était agréable, très agréable. Mais cela ne se raconte pas en paroles et ne s'explique même plus clairement quand on est réveillé. » Et remarquant un rayon de jour qui pénétrait dans la chambre par l'entrebâillement d'un store, il posa les pieds à terre, cherchant, comme d'habitude, ses pantoufles de maroquin brodées d'or, cadeau de sa femme pour son anniversaire. Puis, toujours sous l'emprise d'une habitude de 9 années, il tendit la main sans se lever pour prendre sa robe de chambre à la place où elle pendait d'ordinaire. Ce fut alors seulement qu'il se rappela comment et pourquoi il était dans son cabinet. Le sourire disparut de ses lèvres et il fronça le sourcil. « Ah !» soupira-t-il en se souvenant de ce qui s'était passé. Et son imagination lui représenta tous les détails de sa scène avec sa femme et la situation sans issue où il se trouvait par sa propre faute. Non, elle ne pardonnera pas et ne peut pas pardonner. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je suis cause de tout et que je ne suis pas coupable. Voilà le drame, répétait-il dans son désespoir, en se rappelant toutes les impressions pénibles que lui avait laissées cette scène.
Le plus désagréable avait été le premier moment quand, rentrant du spectacle, heureux et content, avec une énorme poire dans la main pour sa femme, il n'avait pas trouvé celle-ci au salon. Étonné, il l'avait cherchée dans son cabinet et l'avait enfin découverte dans sa chambre à coucher, tenant entre ses mains le fatal billet qui lui avait tout appris. Elle, cette Dolly, toujours affairée et préoccupée des petits tracas du ménage et selon lui si peu perspicace, était assise, le billet à la main, le regardant avec une expression de terreur, de désespoir et d'indignation. « Qu'est-ce que cela ?» demanda-t-elle en montrant le papier. Comme il arrive souvent, ce n'était pas le fait en lui-même qui touchait le plus Stéphane Arkadievitch, mais la façon dont il avait répondu à sa femme. Semblable aux gens qui se trouvent impliqués dans une vilaine affaire, sans y être attendu, il n'avait pas su prendre une physionomie conforme à la situation. Au lieu de s'offenser, de nier, de se justifier, de demander pardon, de demeurer indifférent, tout aurait mieux valu. Sa figure prit involontairement action réflexe, pensa Stéphane Arkadievitch qui aimait la physiologie. Très involontairement, un air souriant. Et ce sourire habituel, bonasse, devait nécessairement être niais. C'était ce sourire niais qu'il ne pouvait se pardonner. Dolly, en le voyant, avait tressailli comme blessée d'une douleur physique, puis, avec son emportement habituel, elle avait accablé son mari d'un flot de paroles amères et s'était sauvée dans sa chambre. Depuis lors, elle ne voulait plus le voir. La faute en est à ce bête de sourire, pensait Stéphane Arkadievitch. Mais que faire? Que faire? Répétait-il avec désespoir sans trouver de réponse. 2. Stéphane Arkadievitch était sincère avec lui-même et incapable de se faire illusion au point de se persuader qu'il éprouvait des remords de sa conduite. Comment un beau garçon de 34 ans comme lui aurait-il pu se repentir de n'être plus amoureux de sa femme, la mère de 7 enfants dont 5 vivants et à peine plus jeune que lui d'1 année? Il ne se repentait que d'une chose, de n'avoir pas su lui dissimuler la situation. Peut-être aurait-il mieux caché ses infidélités s'il avait pu prévoir l'effet qu'elles produiraient sur sa femme. Jamais il n'y avait sérieusement réfléchi. Il s'imaginait vaguement qu'elle s'en doutait, qu'elle fermait volontairement les yeux, et trouvait même que, par un sentiment de justice, elle aurait dû se montrer indulgente. N'était-elle pas fanée, vieillie, fatiguée? Tout le mérite de Dolly consistait à être une bonne mère de famille, fort ordinaire du reste, et sans aucune qualité qui la fit remarquer. L'erreur avait été grande. C'est terrible, terrible, répétait Stéphane Arkadievitch sans trouver une idée consolante. Et tout allait si bien, nous étions si heureux. Elle était contente, heureuse de ses enfants, je ne la gênais en rien, et la laissait libre de faire ce que bon lui semblait dans son ménage. Il est certain qu'il est fâcheux qu'elle ait été institutrice chez nous, celle-ci, ce n'est pas bien. Il y a quelque chose de vulgaire, de lâche à faire la cour à l'institutrice de ses enfants, mais quelle institutrice! Il se rappela vivement les yeux noirs et fripons de mademoiselle Roland et son sourire. Et tant qu'elle demeurait chez nous, je ne me suis rien permis. Ce qu'il y a de pire, c'est que, comme un fait exprès, que faire? Que faire? De réponse, il n'y en avait pas. Sinon, cette réponse générale que la vie donne à toutes les questions les plus compliquées, les plus difficiles à résoudre. Vivre au jour le jour, c'est-à-dire oublier. Mais ne pouvant plus retrouver l'oubli dans le sommeil, du moins jusqu'à la nuit suivante, il fallait s'étourdir dans le rêve de la vie. Nous verrons plus tard, pensa Stéphane Arkadievitch, se décidant enfin à se lever.
Il endossa sa robe de chambre grise doublée de soie bleue et noua la cordelière, aspira l'air à plein poumon dans sa large poitrine et d'un pas ferme qui lui était particulier et qui ôtait toute apparence de lourdeur à son corps vigoureux, il s'approcha de la fenêtre, enleva le store et sonna vivement. Matvei, le valet de chambre, un vieil ami, entra aussitôt, portant les habits, les bottes de son maître et une dépêche. À sa suite vint le barbier avec son attirail. « A-t-on apporté des papiers du tribunal ?» demanda Stéphane Arkadievitch, prenant le télégramme et s'asseyant devant le miroir. « Ils sont sur la table », répondit Matvei en jetant un coup d'œil interrogateur et plein de sympathie à son maître. Puis, après une pause, il ajouta avec un sourire rusé « On est venu de chez le loueur de voitures. » Stéphane Arkadievitch ne répondit pas et regarda Matvei dans le miroir. Ce regard prouvait à quel point ces deux hommes se comprenaient. « Pourquoi dis-tu cela ?» avait l'air de demander Oblonsky. Matvei, les mains dans les poches de sa jaquette, les jambes un peu écartées, répondit avec un sourire imperceptible. « Je leur ai dit de revenir dimanche prochain et d'ici là de ne pas déranger monsieur inutilement. » Stéphane Arkadievitch ouvrit le télégramme, le parcourut, corrigea de son mieux le sens défiguré des mots et son visage s'éclaircit. « Matvei, ma sœur Anna Arkadievna arrivera demain, » dit-il en arrêtant pour un instant la main grassouillette du barbier en train de tracer à l'aide du peigne une raie rose dans sa barbe frisée. « Dieu soit béni, » répondit Matvei d'un ton qui prouvait que, tout comme son maître, il comprenait l'importance de cette nouvelle, en ce sens qu'Anna Arkadievna, la sœur bien-aimée de son maître, pourrait contribuer à la réconciliation du mari et de la femme. « Seule ou avec son mari ?» demanda Matvei. Stéphane Arkadievitch ne pouvait répondre, parce que le barbier s'était emparé de sa lèvre supérieure, mais il leva un doigt. Matvei fit un signe de tête dans la glace. « Seul. Faudra-t-il préparer la chambre en haut ? Ou Daria Alexandrovna l'ordonnera. »« Daria Alexandrovna ?» fit Matvei d'un air de doute. « Oui, et porte-lui ce télégramme, nous verrons ce qu'elle dira. »« Vous voulez essayer ?» comprit Matvei. Mais il répondit simplement « C'est bien. » Stéphane Arkadievitch était lavé, coiffé, et procédait à l'achèvement de sa toilette après le départ du barbier. Lorsque Matvei, marchant avec précaution, rentra dans la chambre, son télégramme à la main. « Daria Alexandrovna fait dire qu'elle part, qu'il fasse comme bon lui semblera, » a-t-elle dit. Et le vieux domestique regarda son maître, les mains dans ses poches en penchant la tête. Ses yeux seuls souriaient. Stéphane Arkadievitch se tut pendant quelques instants, puis un sourire un peu attendri passa sur son beau visage. « Qu'en penses-tu, Matvei ?» fit-il en hochant la tête. « Cela ne fait rien, monsieur. Cela s'arrangera, » répondit Matvei. « Cela s'arrangera ? » ?»« Certainement, monsieur. »« Tu crois ? Qui donc est là ?» demanda Stéphane Arkadievitch en entendant le frôlement d'une robe de femme du côté de la porte. « C'est moi, monsieur, » répondit une voix féminine ferme mais agréable. Et la figure grêlée et sévère de Matrona Filemonovna, la bonne des enfants, se montra à la porte. « Qu'y a-t-il, Matrona » demanda Stéphane Arkadievitch en allant lui parler près de la porte. Quoique absolument dans son tort à l'égard de sa femme, ainsi qu'il le reconnaissait lui-même, il avait cependant toute la maison pour lui, y compris la bonne, la principale amie de Daria Alexandrovna. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il tristement. « Vous devriez aller trouver madame et lui demander encore pardon, monsieur. Peut-être le bon Dieu sera-t-il miséricordieux. Madame se désole, c'est pitié de la voir, et tout dans la maison est sans dessus dessous. Il faut avoir pitié des enfants, monsieur. Mais elle ne me recevra pas. Vous aurez toujours fait ce que vous aurez pu. Dieu est miséricordieux. Priez Dieu, monsieur, priez Dieu. » « Eh bien, c'est bon, va, » dit Stéphane Arkadievitch, en rougissant tout à coup.
Donne-moi vite mes affaires, ajouta-t-il en se tournant vers Matvei et en ôtant résolument sa robe de chambre. Matvei, soufflant sur d'invisibles grains de poussière, tenait la chemise empesée de son maître et l'en revêtit avec un plaisir évident. 3. Une fois habillé, Stéphane Arkadievitch se parfuma, arrangea ses manchettes, mit dans ses poches, suivant son habitude, ses cigarettes, son portefeuille, ses allumettes, sa montre avec une double chaîne et des breloques, chiffonna son mouchoir de poche et, malgré ses malheurs, se sentit frais, dispos, parfumé et physiquement heureux. Il se dirigea vers la salle à manger où l'attendait déjà son café et, près du café, ses lettres et ses papiers. Il parcourut les lettres. L'une d'elles était fort désagréable. C'était celle d'un marchand qui achetait du bois dans une terre de sa femme. Ce bois devait absolument être vendu, mais tant que la réconciliation n'aurait pas eu lieu, il ne pouvait être question de cette vente. C'eût été chose déplaisante que de mêler une affaire d'intérêt à l'affaire principale, celle de la réconciliation. Et la pensée qu'il pouvait être influencé par cette question d'argent lui sembla blessante. Après avoir lu ces lettres, Stéphane Arkadievitch attira vers lui ses papiers, feuilleta vivement 2 dossiers, fit quelques notes avec un gros crayon et, repoussant ses paperasses, se mit enfin à déjeuner. Tout en prenant son café, il déplia son journal du matin, encore humide, et le parcourut. Le journal que recevait Stéphane Arkadievitch était libéral, sans être trop avancé, et d'une tendance qui convenait à la majorité du public. Quoique Oblonsky ne s'intéressât guère ni à la science, ni aux arts, ni à la politique, il ne s'en tenait pas moins très fermement aux opinions de son journal sur toutes ces questions, et ne changeait de manière de voir que lorsque la majorité du public en changeait. Pour mieux dire, ses opinions le quittaient d'elles-mêmes après lui être venues sans qu'il prît la peine de les choisir. Il les adoptait comme les formes de ses chapeaux et de ses redingotes, parce que tout le monde les portait. Et, vivant dans une société où une certaine activité intellectuelle devient obligatoire avec l'âge, les opinions lui étaient aussi nécessaires que les chapeaux. Si les tendances étaient libérales plutôt que conservatrices, comme celles de bien des personnes de ce monde, ce n'est pas qu'il trouva les libéraux plus raisonnables, mais parce que leurs opinions cadraient mieux avec son genre de vie. Le Parti libéral soutenait que tout allait mal en Russie, et c'était le cas pour Stéphane Arkadievitch qui avait beaucoup de dettes et peu d'argent. Le Parti libéral prétendait que le mariage est une institution vieillie, qu'il est urgent de réformer, et pour Stéphane Arkadievitch, la vie conjugale offrait effectivement peu d'agréments et l'obligeait à mentir et à dissimuler ce qui répugnait à sa nature. Les libéraux disaient, ou plutôt faisaient entendre, que la religion n'est un frein que pour la partie inculte de la population. Et Stéphane Arkadievitch, qui ne pouvait supporter l'office le plus court sans souffrir des jambes, ne comprenait pas pourquoi l'on s'inquiétait en termes effrayants et solennels de l'autre bout du monde, quand il faisait si bon vivre dans celui-ci. Joignez à cela que Stéphane Arkadievitch ne détestait pas une bonne plaisanterie, et il s'amusait volontiers à scandaliser les gens tranquilles en soutenant que, du moment qu'on se glorifie de ses ancêtres, il ne convient pas de s'arrêter à Rorik et de renier l'ancêtre primitif, le singe. Les tendances libérales lui devinrent aussi une habitude. Il aimait son journal comme son cigare après dîner, pour le plaisir de sentir un léger brouillard envelopper son cerveau. Stéphane Arkadievitch parcourut le leading article, dans lequel il était expliqué que, de notre temps, on s'inquiète bien à tort de voir le radicalisme menacé d'engloutir tous les éléments conservateurs, et qu'on a plus tort encore de supposer que le gouvernement doive prendre des mesures pour écraser l'hydre révolutionnaire. À notre avis, au contraire, le danger ne vient pas de cette fameuse hydre révolutionnaire, mais de l'entêtement traditionnel qui arrête tout progrès. Il parcourut également le second article, un article financier où il était question de Bentham et de Mill, avec quelques pointes à l'adresse du ministère. Prompt à tout assimiler, il saisissait chacune des allusions, devinait d'où elles partaient et à qui elles s'adressaient, ce qui d'ordinaire l'amusait beaucoup, mais ce jour-là,
Son plaisir était gâté par le souvenir des conseils de Matrona Filimonovna et par le sentiment du malaise qui régnait dans la maison. Il parcourut tout le journal, apprit que le comte de Beust était parti pour Wiesbaden, qu'il n'existait plus de cheveux gris, qu'il se vendait une calèche, qu'une jeune personne cherchait une place, et ces nouvelles ne lui procurèrent pas la satisfaction tranquille et légèrement ironique qu'il éprouvait habituellement. Après avoir terminé sa lecture, prit une seconde tasse de café avec du kalatch et du beurre, il se leva, secoua les miettes qui s'étaient attachées à son gilet et sourit de plaisir tout en redressant sa large poitrine. Ce n'est pas qu'il eût rien de particulièrement gai dans l'âme. Ce sourire était simplement le résultat d'une excellente digestion. Mais ce sourire lui rappela tout, et il se prit à réfléchir. 2 voix d'enfants bavardaient derrière la porte. Stepan Arcadievitch reconnut celle de Grisha, son plus jeune fils, et de Tania, sa fille aînée. Ils traînaient quelque chose qu'ils avaient renversé. J'avais bien dit qu'il ne fallait pas mettre les voyageurs sur l'impériale, criait la petite fille en anglais. Ramasse maintenant. Tout va de travers, pensa Stepan Arcadievitch. Les enfants ne sont plus surveillés. Et s'approchant de la porte, il les appela. Les petits abandonnèrent la boîte qui leur représentait un chemin de fer et accoururent. Tania entra hardiment et se suspendit en riant au cou de son père, dont elle était la favorite, s'amusant comme d'habitude à respirer le parfum bien connu qu'exhalaient ses favoris. Après avoir embrassé ce visage, que la tendresse autant que la pose forcément inclinée avait rougi, la petite détacha ses bras et voulut s'enfuir, mais le père la retint. « Que fait maman ?» demanda-t-il en passant la main sur le petit cou blanc et délicat de sa fille. « Bonjour », dit-il en souriant à son petit garçon qui s'approchait à son tour. Il s'avouait qu'il aimait moins son fils et cherchait toujours à le dissimuler, mais l'enfant comprenait la différence et ne répondit pas au sourire forcé de son père. « Maman, elle est levée, » dit Tania. Stepan Arcadievitch soupira. « Elle n'aura pas dormi de la nuit, » pensa-t-il. « Est-elle gaie ?» La petite fille savait qu'il se passait quelque chose de grave entre ses parents. Que sa mère ne pouvait être gaie, que son père feignait de l'ignorer en lui faisant si légèrement cette question. Elle rougit pour son père. Celui-ci l'a compris et rougit à son tour. « Je ne sais pas, » répondit l'enfant. « Elle ne veut pas que nous prenions nos leçons ce matin et nous envoie avec Miss Hull chez grand-maman. »« Eh bien, vas-y, ma Tania. Mais attends un moment, » ajouta-t-il en la retenant et en caressant sa petite main délicate. Il chercha sur la cheminée une boîte de bonbons qu'il y avait placée la veille et prit 2 bonbons qu'il lui donna, en ayant eu soin de choisir ce qu'elle préférait. « C'est aussi pour Grisha ?» dit la petite. « Oui, oui. » Et avec une dernière caresse à ses petites épaules et un baiser sur ses cheveux et son cou, il la laissa partir. « La voiture est avancée, » vint annoncer Matvei. « Et il y a là une solliciteuse, » ajouta-t-il. « Depuis longtemps ?» demanda Stepan Arcadievitch. « Une petite demi-heure. » Combien de fois ne t'ai-je pas ordonné de me prévenir immédiatement ? Il faut bien cependant vous donner le temps de déjeuner, repartit Matvei d'un ton bourru mais amical qui ôtait toute envie de le gronder. Eh bien, fais vite entrer, dit Oblonsky en fronçant le sourcil de dépit. La solliciteuse, femme d'un capitaine Kalinine, demandait une chose impossible et qui n'avait pas de sens commun, mais Stepan Arcadievitch la fit asseoir, l'écouta sans l'interrompre, lui dit comment et à qui il fallait s'adresser et lui écrivit même un billet de sa belle écriture bien nette pour la personne qui pouvait l'aider. Après avoir congédié la femme du capitaine, Stepan Arcadievitch prit son chapeau et s'arrêta en se demandant s'il n'oubliait pas quelque chose. Il n'avait oublié que ce qu'il souhaitait ne pas avoir à se rappeler. Sa femme. Sa belle figure prit une expression de mécontentement. Faut-il ou ne faut-il pas y aller ? Se demanda-t-il en baissant la tête. Une voix intérieure lui disait que mieux valait s'abstenir, mais parce qu'il n'y avait que fausseté et mensonge à attendre d'un rapprochement, pouvait-il rendre Dolly attrayante comme autrefois ? Et lui-même pouvait-il se faire vieux et incapable d'aimer ?
Et cependant, il faudra bien en venir là. Les choses ne peuvent rester ainsi, se disait-il en s'efforçant de se donner du courage. Il se redressa, prit une cigarette, l'alluma, en tira 2 bouffées, la rejeta dans un cendrier de nacre et, traversant enfin le salon à grands pas, il ouvrit une porte qui donnait dans la chambre de sa femme. Voilà, c'est à la fin de ce chapitre 3 que nous allons nous arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc Anna Karénine, le tout début d'Anna Karénine de Tolstoï. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente nuit si vous vous couchez, une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!